Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Oui, il dit abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Aujourd'hui, vraiment, nous sommes encore sur ce sujet de Maman Aïcha Koné. Oui, parce que sa chanson là, il y a des gens qui m'appellent pour me dire non, eux veulent s'exprimer. Vrai. Mes abonnés, mes tontons, mes parents. Donc, dans ma famille, que je vous appelle ma famille, il y a un tonton qui veut vraiment parler, qui veut vraiment s'exprimer. Donc, on va l'écouter et prenez les tabourets et aussi écoutez très bien la vidéo jusqu'à la fin pour mieux comprendre de quel type, de quel genre de personnes Maman Aïcha est. Et aussi pourquoi elle a fait cette chanson-là. Et de qui, de quoi, vous allez mieux comprendre la vérité. Donc, restez tranquille et restez calme. Je vais appeler la personne. Je pense très bien. Ça sonne, ça sonne. Oui, allô? Oui, allô? Ouais, bonsoir, tonton. Bonsoir, Rossi Bejo. Comment tu vas, tonton? J'espère que tu vas bien, là. Ça va par la grâce de Dieu, mon frère. Inch'Allah, Ça va très bien. Ok. Bon, tonton. Tout le temps pour toi. Ok, bon, depuis fort longtemps, on voulait parler de cette histoire de la chanson, la sortie de la chanson de Maman Aïcha, qui a fait polémique sur la toile où ils ont dit non, que oui, elle a insulté Papa Ado dedans. Et nous, qui ne comprenons pas Bambara, nous on a dit non, que oui, est-ce que la chanson peut tuer l'homme? Mais ça, après, ils m'ont bien expliqué, ils sont venus m'excuser. Mais avec ça, il y a d'autres qui m'interpellent encore, qui veulent vraiment s'exprimer. Et aujourd'hui, je te donne l'occasion aussi de t'exprimer et tu vas vraiment nous dire la vérité. Pourquoi et le quoi dans cette chanson et puis le quoi, pourquoi aussi Maman Aïcha se comporte comme ça. Parce que j'ai juste remarqué quand une personne est contre Papa Alassane, directement Aïcha connaît avec la personne. Bédier, pareil. Laurent Gbagbo, pareil. Assimi Goïta, pareil. Donc moi-même, je me pose des questions aujourd'hui. Donc, papa, on t'écoute. Et voici la fête est là. Bon, d'accord, merci Bejo. Voilà, moi j'aime t'appeler Rossi Bigo. Elle a un peu à la façon américaine, là, hein, Rossi Bigo. Bonsoir à toi, bonsoir à tes auditeurs, à tous ceux qui t'écoutent à travers ton canal d'information et de communication. Voilà. Et donc, merci de me donner l'opportunité, n'est-ce pas, de pouvoir partager avec toi ce que je pense de cette situation-là. Je ne pense pas seulement à la situation, mais j'ai réfléchi à la situation. Et puis, j'essaie de donner ce que je trouve qu'on peut sortir de ça, quoi. Et puis, qui peut être une leçon pour chacun de nous, même pour la grande sœur Aïcha elle-même. Aïcha, aujourd'hui, représente, si tu veux, elle est notre grande sœur. Mais, elle est vous, comme ça, là, vous autres, là, c'est votre maman. C'est nous, mémé. Ah, bon, tu vois, toi-même, tu dis c'est votre mémé. Donc, ça veut dire que quelque part, elle est aujourd'hui de part de l'âge. De part de l'âge, de part même de ce qu'elle fait, de ce que nous la connaissons en Côte d'Ivoire et même, je vais dire, à travers l'Afrique, elle représente quand même, elle devrait, je vais dire ça comme ça, elle devrait être un certain symbole. Ok? J'allais dire un symbole de sagesse. Ok? Parce que quand on est devant ces petits enfants, il faut éviter de jouer à un genre de personne à soulever des situations où même les petits-enfants risquent de te manquer de respect. Moi, ce que je vois. Donc, pour revenir à tout ça, on va essayer de placer tout ça dans le contexte. On va appeler le contexte. Parce que ce que nous voulons faire ici, ce n'est pas de venir faire le procès
la grande sœur Aïcha Kone. Ce n'est pas ce que moi je veux faire. Mais, donc ce que je veux faire, ce n'est pas elle-même qui m'intéresse. Ce n'est pas sa personne qui m'intéresse. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce qu'elle fait qui m'intéresse. Ok? Parce que si nous nous attardons sur sa personne, on va commettre beaucoup d'erreurs. Mais si nous nous en tenons à ce qu'elle fait, il y a des chances qu'on ne va pas commettre d'erreurs. Et il y a des chances qu'on va éviter de personnaliser, si tu veux, l'échange. Je précise que ce n'est pas un débat, c'est un échange. C'est un avis que tu me demandes et je te remercie d'avoir essayé de penser à moi pour donner mon avis. Donc, en introduction, ce que je voulais dire simplement que toi-même d'abord, Rossi Bido, tu as eu l'opportunité à partir de cette chanson de la grande sœur à faire deux vidéos. Une première vidéo, c'était de supporter ce qu'elle a fait. Du moins ce que tu avais cru, qui était de l'esprit de ce qu'elle a fait. Et puis après, quand tu as commencé à comprendre, quand les gens ont commencé à t'interpréter, tu t'es rendu compte que non, tu n'avais pas eu toute la latitude, tous les éléments pour apprécier ce que la grande sœur Aïcha Kone avait fait. Et donc, quand tu as réalisé cela, tu as eu l'humilité. Tu as été humble et tu es revenu pour faire une autre vidéo où tu as présenté tes excuses à tes auditeurs, à tous ceux qui t'ont interpellé. Et même tu as présenté tes excuses à la Côte d'Ivoire. Je me souviens même que tu as présenté aussi tes excuses au président Alassane Ouattara et à la première dame. Et nous te connaissons quand tu fais tes vidéos, chaque fois, tout ce que tu fais, c'est de présenter ce qui est la réalité de la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ici, on va surtout s'attarder sur ce que les gens font, sur ce que la grande sœur Aïcha a fait et non la personne de la grande sœur Aïcha. Parce que toi, quand tu fais tes vidéos, par exemple, sur ce qui se réalise en Côte d'Ivoire, tu ne viens pas pour nous dire j'aime le président Ouattara, j'aime la première dame Dominique Ouattara. Tu ne viens pas pour nous dire, tu nous parles des réalisations sur le terrain qui se font. Et c'est ce que tu analyses. Et c'est de ça que tu parles. C'est de ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire en tant que communicateur. Parce que qu'on le veuille ou pas, tu es un communicateur. Et quand on communique, on influence. Donc tu es quelque part aussi un influenceur. Mais est-ce qu'il faut influencer négativement? Moi, je ne crois pas que ça c'est bon. Ce qu'il faut faire, c'est d'influencer positivement. Et c'est ce que tu essaies de faire. Donc, merci vraiment de ton humilité, d'être revenu après avoir compris la chanson de la grande sœur Aïcha Kone, d'être revenu pour présenter tes excuses à tes auditeurs, à tous ceux qui se sont sentis touchés par une intervention. Et mais là, c'est compréhensible, parce que nous tous en Côte d'Ivoire, on vit ensemble. La Côte d'Ivoire, c'est un pays très stable sur le plan ethnique, je veux dire. Parce que les ethnies vivent ensemble. À part qu'il y a des pyromanes qui viennent mettre le feu souvent et puis pousser les populations les unes contre les autres, moi je pense que les populations en Côte d'Ivoire vivent en parfaite harmonie. Moi je crois cela. Parce que quand les gens vont au marché, on ne voit pas les gens au marché en train de prendre machette pour se couper au marché. Non, la femme Bété, la femme Tchoula, la femme Baoulé, la femme Agni, tout ce qui forme la mosaïque de la Côte d'Ivoire se retrouve au marché et puis ils communiquent et puis on fait les échanges. Mais quand même, il y a une limite à nos échanges. Moi, je ne comprends pas le Bété. Toi, tu ne comprends pas le Tchoula. Donc, on peut comprendre que sans avoir fait d'analyse, et que quand tu penses que ce qu'une personne a fait de quelque chose de bon, tu donnes ton avis, et après, quand tu réalises la vérité, tu reviens, tu présentes tes excuses. Et c'est ce que tu as fait. Ouais. Donc, on va essayer de placer le sujet dans son contexte. Ici, le contexte, c'est quoi? Nous savons que cela fait maintenant près de 6 mois qu'il y a une certaine situation. Moi, je vais dire ça, une situation, ce n'est pas une crise en réalité. Je dis que ce n'est pas une crise parce que simplement, moi, je crois que ça a été créé comme une tempête d'eau dans un verre d'eau. Une tempête dans un verre d'eau.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont par la force des choses, arrivent au pouvoir par les armes. Ils ont fait un coup d'État qui, en réalité, au vu de la démocratie, n'avait pas sa raison d'être. Ok? Ils ont fait le coup d'État, ils ont promis des choses qu'ils n'avaient pu tenir. Ok? Et comme ils ne sont pas isolés, ils ne vivent pas en autarcie, ils vivent dans une communauté. La communauté à laquelle ils appartiennent a pris des décisions pour leur dire, hey, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. Si vous avez fait votre coup de force, nous l'acceptons, mais voilà ce qu'il faut faire. Et eux-mêmes ils leur ont donné leur parole, leur engagement qu'ils allaient respecter un chronogramme pour que le Mali, un pays frère de la Côte d'Ivoire et de la sous-région, puisse se retrouver à la normale, à la vie normale. Mais il se trouve que ces messieurs-là, ces gens-là, qui n'ont rien à voir avec des soldats, mais qui sont simplement des militaires, et j'allais même dire des bidas. Voilà, ce n'est pas parce que quelqu'un est colonel qu'on ne peut pas l'appeler bidas. Ils se comportent comme des bidas. Ok? Donc, quand ces gens-là viennent, et puis ils arnaquent tout le monde, ils arnaquent la communauté, c'est-à-dire la CEDEAO, ils arnaquent la sous-région, ils arnaquent même le peuple malien, mais ceux qui sont responsables vont sortir pour leur dire non, ce que vous faites, c'est parce que vous avez dit, ce que vous faites, c'est parce que nous, on attend de vous. C'est parce qu'on attend de vous. Donc, faites ce que vous avez à faire. Et comme ces gens-là ont vu que la pression monte sur eux, il fallait trouver un alibi pour faire des chantages. Et donc, ils ont attendu l'occasion de ces 49 soldats qui ont été envoyés par la Côte d'Ivoire en mission officielle au Mali. Et ils ont préféré créer ce qu'ils pensent qu'il y a une crise qu'ils allaient utiliser pour pouvoir faire un chantage. Parce qu'à un moment donné, ils ont pensé que monsieur le président ivoirien Alassane Ouattara était celui qui était derrière les décisions qu'on prenait contre eux. Pourtant, ce qui n'est pas vrai. Oui. Le président Ouattara, je reconnais que c'est quelqu'un de très brillant, je reconnais que c'est quelqu'un de très intellectuel, mais je ne le crois pas, puisque je sais qu'il est intellectuel, je ne le crois pas être capable de ce genre de démarche. Il est très difficile de cela. Il sait ce qu'il fait, c'est quelqu'un de très pointueux. Il a l'analyse pointilleuse dans ce qu'il fait. Donc, je ne crois pas que les Maliens, pas les Maliens dans leur totalité, mais ceux qui sont ces gens qui se sont accaparés le pouvoir au Mali, comme des brigands, je m'excuse du terme, mais c'est ce qu'il faut dire, ces gens-là, la vérité est qu'ils sont en train de créer une situation de distraction pour pouvoir encore se maintenir au pouvoir, pour pouvoir bouffer le peuple malien, pour abuser du peuple malien. Et c'est ce que la grande sœur Aïcha a utilisé, cette situation-là, pour pouvoir faire ce que elle pense faire, qui lui fait plaisir à elle. À elle. Ce n'est pas dit aux autres, mais à elle-même. Parce que toi-même, tu l'as dit tout à l'heure, Bigot, que tu as remarqué que chaque fois, le président ivoirien Alassane Ouattara est en une situation d'adversité avec quelqu'un d'autre, la grande sœur Aïcha est toujours de ce côté-là. Ouais. C'est toi qui l'as dit. Oui. Mais c'est un constat. Mais ce n'est pas seulement un constat, c'est une vérité. C'est une vérité. Moi, je constate la même chose. Et c'est malheureux pour elle. Mais ce que je voulais dire surtout, on va faire de telle sorte ici que nous ne venons pas pour faire le procès de la grande sœur Aïcha, mais nous venons pour essayer de disséquer, d'analyser son acte qu'elle a posé, le contexte dans lequel elle a posé. Est-ce que c'est un acte qui valait la peine? Voilà, c'est de ça que je souhaiterais qu'on parle, et c'est ce que je vais essayer d'expliquer avec toi et puis à tes auditeurs. Voilà, ça c'était mon introduction. Ok, j'ai compris. Mais affaire des 49 personnes, on va parler aussi des situations des 49 personnes parce que j'attends si la toile, si tous les vidéomans des Go, on dit des Baboïs et les souristes, ils disent non que pourquoi les 49 soldats partaient au Mali et si les passeports, c'est souligné là-bas que les cuisiniers, des peintres, des menuisiers, etc., etc. Et moi, je suis sorti, j'ai dit non.
quelqu'un qui est corps habillé, bon, chez nous, quand on dit corps habillé, quelqu'un qui est dans l'armée, peut pas mettre si les passeports là, même les Américains, moi je ne connais pas, mais quand je regarde si les trucs passeports américains, si les réseaux sociaux, je vois qu'eux ne mettent pas fonction qui fait quoi dans la vie. On ne met pas la taille, on ne met pas fonction. Et c'est pas, par exemple, toi tu es en Amérique, je ne sais pas si c'est vraiment vrai. Est-ce que c'est vrai? Bon, ce que je sais, voilà, ce que je sais, lorsque vous prenez le passeport américain, il faut que je vérifie cette information. Moi, il n'y a pas de problème, mais moi, je peux prendre mon passeport. Mais je crois que, quelque part, quand vous êtes, par exemple, militaire, on peut mettre militaire. On peut mettre votre profession. Ça, c'est différent de votre métier. La profession n'a rien à voir avec le métier. Oui. Il faut faire une différence entre ça. Quand tu es militaire, ça c'est ta profession. Maintenant, quand tu es cuisinier dans l'armée, ça c'est ton métier de l'armée. Quand tu es journaliste dans l'armée, ça c'est ton métier dans l'armée. Quand tu es tankiste, ça veut dire quelqu'un qui est sur les tanks. Ça c'est ton métier dans l'armée. Si tu es infanterie, ça c'est ton métier dans l'armée. Et ça, on ne peut pas l'écrire sur un passeport, c'est impossible, ça n'existe pas. Mais ce qu'on peut faire, je ne connais pas le système ivoirien, comment ils font les passeports des corps habillés, moi je ne le sais pas. Mais moi j'ai l'expérience des services américains, si tu veux, de l'armée américaine. Là, à la rigueur, ils vont mettre profession militaire, mais jamais ils ne vont mettre profession, par exemple, électricien. Non, pas du tout. C'est pas possible. Et ce qu'il faut comprendre surtout, faire comprendre à ces gens-là, c'est que l'armée, c'est une profession. Maintenant, au sein de l'armée, il y a différents métiers qu'on apprend. Oui, il y a des mécaniciens, voilà. Il y a des mécanos, il y a des cuisiniers. C'est bien. Exactement. Il y a des cuisiniers, il y a des peintres, parce que une armée professionnelle, je dis bien une armée professionnelle, comme le président Ouattara veut faire de l'armée ivoirienne, il ne faut pas que les gens soient surpris pour apprendre qu'il y a des mécaniciens, il y a des cuisiniers, il y a des peintres, il y a des journalistes, il y a des... Mais il y a tellement de choses dans l'armée. Il y a des journalistes, il y a des écrivains même dans l'armée. Oui, et puis il y a conducteur de chars. Mais il y a conducteur de chars, il y a conducteur de chars, il y a conducteur de grimier, tout ça là dans l'armée. Oui, pareil, moi, j'ai mon frère qui est conducteur de chars même. Bon, d'accord. Bon, ok. Donc, pour dire quoi que ça, ce sont les métiers. Mais ces métiers-là, c'est à l'image des armées qu'on essaie de professionnaliser. Et c'est ce que la Côte d'Ivoire, à travers le président Ouattara, a compris. Il est en train de professionnaliser l'armée ivoirienne. Ok? Voilà. Et donc, pour revenir à la question au point, c'est que on ne peut pas nullement, je ne crois même pas que les Ivoiriens soient capables de le faire, écrire le métier des gens sur leur passeport. Ça n'a aucun sens. Même, tonton, je ne coupe pas la parole, ça n'a même pas de sens. Parce que moi, je connais quelqu'un qui n'est même pas allé à l'école. Lui, il allait faire son passeport. On lui a demandé, tu fais quoi? Il dit il a mis élève. Oh, il n'est même pas allé à l'école. Bon, tu vas dire non que lui, il a mis étudiant même d'abord. Bon, ça là, tu vas lui dire non que c'est un étudiant? Non. Il n'est pas étudiant, il a mis ça comme ça. Bon, anyway, je ne vais pas rentrer dans ces choses-là. Mais ce que je voulais dire, quand on fait le passeport de quelqu'un, quand quelqu'un fait son passeport, les services de passeport ne mettent jamais en détail le métier que tu fais. Ils vont mettre la profession que tu fais. Voilà, ils vont mettre la profession que tu fais. Si tu es par exemple maçon, ils peuvent mettre par exemple maçon. Ok? Ça c'est possible. Je ne sais pas. Mais la profession qui peut attrait à la maçonnerie, peut-être c'est construction. Quelque chose comme ça. Ok? Mais ils ne vont pas mettre dans les détails. Le cas de l'armée, ils ne vont pas mettre les détails. Ils vont mettre militaire.
Est-ce que tu vois? Bon, en tout cas, c'est ça qui est mon expérience et c'est ce que j'essaie de partager. Maintenant, ne nous éloignons pas, surtout pas, du sujet qui concerne la sortie de notre grande sœur Aïcha Koné. C'est ça le sujet. Donc, on va rester sur ce sujet-là. Les autres, il ne faut pas m'envoyer vers eux, ceux que tu as cités là. Il ne faut pas m'envoyer vers eux. Leur monde là est très compliqué. D'accord. Donc, la prochaine fois, on va prendre ce sujet-là. Mais aujourd'hui, on s'est... D'accord. Mais pour aujourd'hui, là, on se focus sur ce qui s'est passé avec Aïcha Koné, c'est ce que tu as posé comme problème. On va essayer de revenir dessus. Okay. Donc, pour revenir maintenant à ce que Aïcha Koné a fait. Notre grande sœur Aïcha Koné a fait une chanson. Dans la chanson, elle parle des palabres, des crises, de tout ça là. Mais le problème où elle se trahit elle-même, c'est quand elle donne l'impression, et c'est ça la vérité, de faire, comme les Ivoiriens le diraient, la talakou de ce bidas-là qui est au pouvoir au Mali. De ce militaire-là, qui n'a rien d'un soldat, qui est au pouvoir au Mali. Et qui est en train d'abuser les Maliens. Et qui est en train d'essayer de faire un genre de palabre à distance contre le président ivoirien Alassane Ouattara. Et donc, quand la grande sœur Aïcha vient et qu'elle essaie de prendre position pour cette personne-là, mais on est en lieu de se dire, de conclure que clairement, Aïcha Koné a des velléités contre le président ivoirien Alassane Ouattara. Mais ce que la grande sœur Aïcha Koné oublie en faisant ça, c'est que ce n'est pas seulement le président ivoirien qu'elle a dans son viseur, elle a la Côte d'Ivoire dans sa majorité dans son viseur. Je n'ai pas dit tout les Ivoiriens, parce qu'il y a des Ivoiriens qui ne réfléchissent pas au-delà du bout de leur nez, qui vont la supporter. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair et net. Mais ces Ivoiriens-là, est-ce qu'ils sont vraiment nombreux? Puisque eux qui ne vont pas supporter Aïcha, je ne crois pas. Donc, Aïcha n'a qu'à faire attention à comprendre que ici, c'est un enjeu national. Et même si c'était un enjeu qui engageait le président de la République, le président de la République représente le pays. Oui. Là, c'est ça. Et alors, donc, tu ne peux pas, quand il y a un engagement entre le président de la République de ton pays, un engagement entre le président de la République de ton pays et puis un autre président, venir de cette manière-là, pernicieuse-là, et irresponsable, faire une chanson qui trahit toi-même ta position. Ça, c'est malheureux de sa part. Je voulais dire simplement aussi que la grande sœur Aïcha Koné devrait, par son âge, parce que nous savons de sa carrière musicale, je voulais lui dire qu'elle devrait aujourd'hui être capable de comprendre qu'elle est parmi ses petits-enfants. Elle n'est plus entre ses enfants ou bien ses petits frères. Hein? Maintenant, elle est parmi ses petits-enfants. Et que ces comportements-là qu'elle a là, qui frisent vraiment la honte, peuvent amener ces petits-enfants-là à lui manquer totalement de respect. Ouais, et je me demande même si elle sait ce que c'est que le respect. Mais ce que nous lui demandons, nous autres là, tout ce que nous on lui demande là, elle n'a qu'à faire tout pour nous donner la chance, nous qui sommes ses petits frères là. Moi je ne parle pas de ses petits-enfants. Ses petits-enfants ne sont pas dans la même moule que nous. Nous on a encore le sens du respect qu'on a reçu de Félix Houphouët-Boigny, le président de la République, le premier président de la République de Côte d'Ivoire. Lui nous a indiqué, comme elle-même Aïcha là, j'ai beaucoup de regrets pour elle. Parce qu'elle devrait avoir été un élève du président Félix Houphouët-Boigny. Mais elle ne l'est pas. C'est très malheureux. Mais ce que je voulais dire, elle n'a qu'à nous donner, nous autres là, qui avons de l'importance pour le respect de la personne humaine, elle devait nous donner la chance pour qu'on la respecte. Elle n'a qu'à nous donner cette chance-là. Mais son comportement fait qu'elle vient toujours fouler aux pieds les règles qui permettent de la respecter. Et ça, c'est malheureux. Moi, je me souviens qu'en son temps, quand Aïcha avait fait ses 10 ans de chansons, le président, l'ex-président ivoirien, le premier président de la Côte d'Ivoire que je vénère, pour qui j'ai beaucoup de respect, mais lui a donné, je crois, 1 million par année, en son temps. Et qu'elle a fait 10 ans de chansons, ça faisait 10 millions cash qu'on lui a donné. Le président Houphouët-Boigny lui a donné.
pour l'encourager. À ce temps, 10 millions, c'était pas du jeu. Hein? Mon Dieu! En ce temps, si on te donne 10 millions, mais tu n'es pas ça. Et elle a été la seule à bénéficier de cette manne-là du président Houphouët-Boigny. Et quand je vois que, après toutes ces années-là, elle vient se comporter aujourd'hui, et en nantais, élève du président Houphouët-Boigny, j'étais mal pour elle. J'étais mal pour elle. Je me souviens que quand le vaurien là, un autre vaurien là, une autre bida, c'était en Guinée là, sortait souvent pour faire ses shows des clowns là. Une fois, elle allait jouer à la clown aussi devant ce gars en Guinée là. Le président, celui qui avait pris le pouvoir, le militaire qui avait pris le pouvoir, et puis un de ses camarades lui a tiré dans le crâne là. Condé. Non, ce n'est pas Condé, non, ce n'est pas Condé. Ce n'est pas Condé. Après l'autre là, j'ai oublié son nom là. Après le premier président. On l'appelait, écoute-moi s'il te plaît, on l'appelait Dadis. Ah, Dadis Camara, oui, Dadis Camara. C'est le seul qui jouait au clown en Guinée. C'était le seul. Condé ne jouait pas au clown, c'est Dadis, leur Dadis là qui jouait au clown. Ok? Lui aussi, il n'est pas différent de celui qui est au Mali actuellement. Ce sont tous des clowns. Parce qu'ils utilisent l'uniforme militaire, l'uniforme de l'armée, pour venir faire ce qui fait honte à l'armée. Et là, ce sont des gens, ils constituent une honte pour l'armée. Moi, j'ai mal quand je vois des gens qui sont en uniforme et qui se comportent comme ça. J'ai très mal. Donc, Aïcha s'était permise d'aller, quand ce gars-là faisait ses clowneries là, ces comédies-là, d'aller s'asseoir devant celui-là et puis se faire enregistrer dans une vidéo, ouais, jouer l'idiote devant ce monsieur-là. Et participer aux clowneries de ce monsieur-là. Ça m'a fait très mal chez elle. La grande sœur